Le parrain de la mafia régnait sur la ville depuis des décennies, craint, obéi, inarrêtable. Mais il y avait un secret que personne n'osait évoquer. Il était né sourd. Pas de musique, pas de rire, pas de derniers mots de ceux qu'il avait perdus. Le silence était le prix qu'il payait pour le pouvoir. Ce matin-là, il était assis seul dans son bureau pendant que sa nouvelle femme de chambre rangeait la pièce. Elle était calme, prudente, invisible, exactement comme il le préférait, jusqu'à ce qu'elle se fige. Ses yeux se sont fixés sur son oreille. Elle s'est approchée, les mains tremblantes. Puis elle a chuchoté quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre, mais qu'il pouvait sentir. D'un geste doux, elle a tendu la main vers lui et a retiré quelque chose de petit, quelque chose de caché, quelque chose qu'aucun médecin n'avait jamais remarqué. Le chef de la mafia s'est raidi. Une sensation vive a envahi sa tête. Et puis, pour la première fois de sa vie, il a entendu un son. Son propre souffle, la pièce, le monde, le silence a volé en éclats. Et à ce moment-là, l'homme le plus puissant de la ville a réalisé que le plus grand miracle de sa vie venait de la seule personne qu'il ne voyait jamais vraiment. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qu'il va entendre ensuite changera tout ce qu'il croit savoir sur son passé. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Abonnez-vous et dites-nous en commentaire d'où vous regardez. Maintenant, commençons. Vincent Torino contrôlait tout. Chaque coin de rue, chaque transaction commerciale, chaque conversation chuchotée qui comptait dans cette ville lui appartenait. Des hommes 2 fois plus gros que lui tremblaient lorsque son ombre croisait leur chemin. Les commissaires de police prenaient ses appels à 3 heures du matin. Les juges réécrivaient les verdicts d'un simple regard de ses yeux gris et froids. Pendant 37 ans, il avait bâti un empire sur la peur, le respect et un silence absolu. Mais le silence de Vincent était plus profond que quiconque ne l'imaginait. Alors que ses ennemis supposaient que son calme venait d'une intimidation calculée, la vérité était bien plus personnelle. Vincent Torino n'avait jamais entendu un seul mot prononcé sous le coup de la colère, jamais perçu le bégaiement nerveux dans la voix d'un traître, jamais éprouvé la satisfaction d'entendre ses ennemis implorer pitié. Il lisait sur les lèvres avec une précision mortelle. Il sentait les vibrations à travers le plancher et les meubles. Il comprenait le langage de la peur écrit sur les visages mieux que la plupart des gens ne comprenaient leur langue maternelle. Le manoir Torino se dressait comme une forteresse sur la colline surplombant le port. 32 pièces de marbre poli, des lustres en cristal et des œuvres d'art volées dans des musées sur 3 continents. Les caméras de sécurité traquaient chaque mouvement. Des gardes armés patrouillaient à chaque entrée. Et quelque part entre ces murs, Vincent vivait dans un monde de calme absolu, gérant son empire criminel grâce à une observation minutieuse et une intelligence impitoyable. Son bureau occupait tout le dernier étage. Des baies vitrées offraient une vue sur la ville qui lui appartenait. Le bureau en acajou avait été témoin de poignées de main valant des millions et de signatures scellant le sort de quiconque était assez fou pour contrarier la famille Torino. Derrière ce bureau était assis Vincent, toujours vêtu de costumes parfaitement taillés, toujours à observer, toujours à calculer son prochain coup. Le personnel de maison se déplaçait dans le manoir comme des fantômes. Ils comprenaient les règles sans qu'on les leur dise. Pas de mouvement brusque, pas de bruit inutile, pas de contact visuel direct sauf en cas de nécessité absolue. Vincent préférait son environnement contrôlé, prévisible, gérable. Le chaos appartenait aux rues qu'il contrôlait, pas à l'enceinte de son sanctuaire. Ce mardi matin a commencé comme tous les autres. Vincent passait en revue les rapports financiers de ses diverses opérations, tout en sirotant un expresso dans de la porcelaine fine. Les chiffres racontaient leur histoire familière de profit et de pouvoir. Les quais généraient des revenus réguliers grâce aux conteneurs maritimes qui ne voyaient jamais l'inspection des douanes. Les contrats de construction offraient des opportunités parfaites pour le blanchiment d'argent. Les revenus du casino coulaient comme une rivière dorée directement vers des comptes offshore. Maria Santos est arrivée à 7h30 précise pour son premier jour de travail. Elle se comportait différemment du personnel de ménage précédent. Là où les autres se déplaçaient avec une énergie nerveuse, elle marchait avec une confiance tranquille. Ses références avaient été parfaitement vérifiées. Ses anciens employeurs louaient son souci du détail, sa discrétion, sa capacité à travailler efficacement sans supervision.
Plus important encore, elle venait du vieux quartier, où les gens comprenaient la valeur de garder la bouche fermée. Madame Benedetti, la gouvernante en chef, a conduit Maria à travers les couloirs du manoir. Les instructions de la femme plus âgée étaient précises et non négociables. Commencez par les quartiers des invités, avancez vers les salles à manger formelles, gardez le bureau du maître pour la fin et seulement quand il en donne la permission. N'interrompez jamais, ne posez jamais de questions, ne présumez jamais de rien. Maria a hoché la tête à chaque instruction, absorbant le poids des attentes qui pesaient sur la maison. Elle avait déjà travaillé pour des familles riches, mais rien de tel que ça. Le manoir semblait différent, plus lourd, comme si les murs eux-mêmes détenaient des secrets exigeant le respect. Vincent l'a remarqué immédiatement lorsqu'elle est entrée dans son bureau cet après-midi-là. Pas parce qu'elle était belle, bien qu'elle se comportât avec une élégance qui imposait l'attention. Pas parce qu'elle semblait nerveuse, bien qu'il détecta une légère tension dans ses épaules alors qu'elle commençait à épousseter les meubles anciens. Il l'a remarqué parce qu'elle bougeait avec détermination. Chaque geste était délibéré, efficace, respectueux de l'espace qu'elle occupait. Elle a travaillé méthodiquement autour de la pièce. La bibliothèque remplie de volumes reliés en cuir qu'il n'avait jamais lus, mais gardait pour les apparences. Les carafes en cristal contenant du whisky plus vieux que la plupart de ses ennemis. La collection de pièces d'échecs en ivoire disposées sur un échiquier où aucune partie n'avait été jouée depuis 20 ans. Vincent l'observait de sa vision périphérique, notant comment elle manipulait chaque objet avec le soin approprié. Maria s'est approchée de la zone près de son bureau pour épousseter le rebord de la fenêtre. Vincent a continué à lire ses rapports, maintenant l'illusion du désintérêt tout en la gardant dans son champ de vision. Elle travaillait calmement, respectueusement, exactement comme elle le préférait. Mais alors, quelque chose a changé. Ses mouvements ont ralenti. Elle s'est arrêtée en plein geste, le chiffon suspendu dans sa main. Vincent a levé les yeux pour la trouver, en train de le fixer directement, avec une expression qu'il ne pouvait pas interpréter immédiatement. Pas de la peur, pas de la curiosité, quelque chose d'autre, quelque chose qui lui serrait la poitrine d'une tension inconnue. Elle a fait un pas de plus, puis un autre. Ses yeux restaient fixés sur le côté droit de sa tête avec une intensité qui fit serrer la mâchoire de Vincent. Personne ne le fixait comme ça. Personne n'osait l'examiner comme s'il était une énigme à résoudre. Sa main s'est instinctivement dirigée vers le tiroir du bureau où il gardait son pistolet. Mais l'expression de Maria n'était pas menaçante. Elle était inquiète, presque maternelle. Elle a levé la main lentement, pointant vers son oreille d'un doigt tremblant. Ses lèvres ont bougé, formant des mots qu'il ne pouvait pas entendre, mais qu'il sentait d'une certaine manière dans l'espace entre eux. L'air lui-même semblait vibrer du message qu'elle essayait de transmettre. Le monde de Vincent fonctionnait sur le contrôle. Chaque variable gérée, chaque résultat prédit, chaque menace neutralisée avant qu'elle ne puisse se matérialiser. Mais ce moment existait en dehors de sa réalité soigneusement construite. Cette femme, cette étrangère, voyait quelque chose que des dizaines de médecins, spécialistes et experts médicaux avaient manqué tout au long de sa vie. La main de Maria planait à quelques centimètres de son oreille. Vincent pouvait sentir la chaleur irradiante de sa paume, pouvait sentir la délibération prudente dans son mouvement. Chaque instinct lui criait de se reculer, de réaffirmer son contrôle, de rappeler à cette femme exactement à qui elle avait affaire. Mais quelque chose de plus profond le maintenait figé sur place, quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. La confiance. Ses doigts ont bougé avec une précision chirurgicale. Pas le contact clinique froid des professionnels de la santé qui l'avaient piqué et sondé tout au long de son enfance. C'était différent, doux, presque révérencieux, comme si elle comprenait que ce qu'elle s'apprêtait à faire changerait tout. Vincent a senti une pression étrange dans son conduit auditif, une sensation à laquelle il s'était tellement habitué qu'elle était devenue une partie de son existence normale, comme un compagnon constant qu'il n'avait jamais remis en question. Le front de Maria se plissa de concentration alors qu'elle travaillait, sa respiration régulière et concentrée. Elle cherchait quelque chose qui était là depuis des décennies. La résistance fut immédiate. Quoi que ce fût qui bloquait son audition s'était installé profondément, devenant une partie de son anatomie par des années de négligence. Maria s'est arrêtée,
croisant son regard avec un air qui demandait la permission de continuer. Vincent s'est surpris à hocher la tête, abandonnant le contrôle à cette femme qu'il connaissait à peine. L'homme le plus dangereux de la ville remettait son sort entre les mains de sa femme de ménage. Elle a ajusté son approche, changeant d'angle, appliquant une pression douce mais persistante. Vincent a senti un mouvement à l'intérieur de sa tête, une sensation de déplacement qui lui a noué l'estomac d'anticipation et de terreur. Et si cela ne changeait rien? Et s'il restait piégé dans le silence pour toujours? Et si ce moment d'espoir devenait juste une autre déception dans une vie d'échecs médicaux? Puis quelque chose a cédé. Une petite masse sombre a émergé des profondeurs de son conduit auditif, cireuse, compacte, des années d'accumulation qui avaient lentement volé sa connexion au monde. Maria la tenait dans sa paume, fixant le petit objet qui avait emprisonné l'audition de Vincent pendant 37 ans. Une si petite chose pour avoir des conséquences aussi dévastatrices. Le flux l'a frappé comme un coup physique, l'air circulant dans des passages bloqués depuis l'enfance, la pression s'égalisant de manière que son corps avait oublié être possible. Les mains de Vincent ont volé à sa tête alors que la sensation inondait son crâne. Son cœur martelait contre ses côtes alors que son cerveau luttait pour traiter des données complètement étrangères. Et puis il l'a entendu, le son de sa propre respiration, des halètements rauques et désespérés qu'il n'avait jamais vécu autrement que comme la sensation de l'air traversant ses poumons. Maintenant, ils avaient une texture, un rythme, une présence. Le son remplissait la pièce, résonnant sur des murs qui avaient gardé le silence si longtemps. Il semblait surpris de porter du bruit. Les yeux de Vincent s'écarquillèrent sous le choc. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Comment pouvait-il y avoir des mots pour quelque chose d'aussi impossible? Sa respiration devint plus forte, plus frénétique, comme s'il se noyait dans le son après une vie sous l'eau. Chaque inspiration et expiration créait une symphonie qu'il n'avait jamais imaginée possible. Mais ce n'était que le début. L'horloge grand-père dans le coin faisait tic-tac depuis des décennies. Vincent avait senti ses vibrations à travers le plancher, avait utilisé son rythme mécanique pour marquer le passage du temps lors de longues réunions et de nuits encore plus longues de planification. Maintenant, ce tic-tac régulier s'écrasait dans sa conscience comme le tonnerre, précis, implacable, magnifique. Le temps lui-même avait trouvé sa voie. Maria a fait un pas en arrière, ses chaussures claquant contre le sol en marbre. Le son a fait tressaillir Vincent comme si elle avait tiré un coup de feu. Un bruit si simple, le contact entre le cuir et la pierre, mais pour ses oreilles nouvellement éveillées, il a sonné comme des cloches d'église annonçant un miracle. La ville au-delà de ses fenêtres se révélait de manière qu'il n'avait jamais imaginée. Les klaxons de voitures au loin, leurs voix colériques portant des histoires de trafic et de frustration. Les engins de chantier grondant comme des bêtes mécaniques à plusieurs pâtés de maison. La corne de brume du port lançant son avertissement solitaire aux navires naviguant dans des eaux dangereuses. Un orchestre urbain entier avait joué autour de lui toute sa vie, et il était enfin autorisé à entendre la musique. Vincent s'est levé lentement, ses jambes instables sous lui. Le fauteuil en cuir a grincé alors que son poids se déplaçait. Un autre son qu'il n'avait jamais connu, le froissement du tissu de son costume coûteux alors qu'il bougeait, le doux murmure des papiers glissant sur son bureau alors que son mouvement les dérangeait. Même son propre rythme cardiaque semblait résonner dans le nouveau paysage acoustique de sa conscience. Maria le regardait, les larmes coulant sur son visage. Elle comprenait ce que ce moment signifiait. Pas seulement la restauration de son audition, mais la résurrection d'une partie de son humanité qui avait été enterrée depuis des décennies. Elle avait été témoin de quelque chose qui frisait l'intervention divine, et le poids de cette responsabilité se voyait dans ses mains tremblantes. Vincent a essayé de parler, de la remercier, d'exprimer ce que les mots ne pourraient jamais capturer. Mais sa voix, n'ayant pas l'habitude d'être entendue par son propre propriétaire, est sortie comme un murmure brisé. Le son de ses propres cordes vocales vibrant, créant des mots qu'il pouvait enfin recevoir aussi bien qu'envoyer. C'était trop, trop écrasant, trop incroyablement merveilleux. Il s'est rassis dans son fauteuil, submergé par la révolution sensorielle qui se déroulait dans sa tête. 37 ans de silence avaient pris fin en un seul moment d'intervention douce. Cette femme, cette étrangère qui nettoyait ses sols et époussetait ses étagères,
avait accompli ce que des équipes de spécialistes avaient déclaré impossible. Mais alors que le choc initial commençait à s'estomper, Vincent a réalisé quelque chose qui l'a glacé jusqu'à l'os. Si Maria pouvait voir ce que les médecins avaient manqué, si elle pouvait réparer ce que les experts avaient déclaré irréparable, alors tout ce qu'il croyait sur son état avait été bâti sur des mensonges. Quelqu'un, quelque part, l'avait trahi délibérément, et Vincent Torino ne tolérait pas l'échec. Son audition nouvellement éveillée allait tout changer. Mais d'abord, il avait besoin de réponses, et il les obtiendrait, quel qu'en soit le prix. Les questions ont commencé immédiatement. L'esprit de Vincent, aiguisé par des décennies à calculer chaque angle, chaque menace, chaque opportunité, a commencé à disséquer ce qui venait de se passer avec une précision chirurgicale. Depuis combien de temps ce blocage était-il là? Depuis la naissance? Depuis l'enfance? Combien de professionnels de la santé l'avaient examiné tout au long de sa vie sans remarquer quelque chose d'aussi évident? Le Dr. Morrison était le médecin de famille depuis 23 ans, un spécialiste respecté de l'oreille qui facturait des tarifs élevés pour son expertise. Il avait examiné les oreilles de Vincent d'innombrables fois, concluant toujours que la surdité était congénitale, irréversible, quelque chose à accepter plutôt qu'à traiter. Vincent se souvenait d'être assis dans ce bureau stérile à l'âge de 12 ans, pendant que le Dr. Morrison expliquait à son père que certaines conditions ne pouvaient tout simplement pas être corrigées. Mais Maria l'avait corrigé en 30 secondes. La respiration de Vincent est devenue plus nette alors que la colère commençait à se mêler à l'émerveillement. Chaque inspiration portait maintenant le son de la rage qui montait dans sa poitrine. L'horloge grand-père continuait son tic-tac implacable. Mais maintenant, cela ressemblait au compte à rebours du jugement de quelqu'un. Car si le Dr. Morrison avait manqué quelque chose d'aussi simple, d'aussi traitable, alors soit il était incompétent, soit il était complice. Dans le monde de Vincent, les deux options portaient la même conséquence. Maria restait figée près de la fenêtre, serrant la petite masse cireuse qu'elle avait extraite. Son visage montrait de l'inquiétude mêlée à une peur grandissante alors qu'elle regardait l'expression de Vincent s'assombrir. Il avait travaillé pour des familles puissantes auparavant, mais aucune comme celle-ci. Les histoires chuchotées dans le vieux quartier dépeignaient Vincent Torino comme quelqu'un qui réglait ses dettes avec des solutions permanentes. Et elle venait de révéler que quelqu'un lui mentait depuis des décennies. Vincent s'est levé à nouveau, ses mouvements plus contrôlés maintenant, malgré l'écrasant apport sensoriel inondant sa conscience. Il s'est dirigé vers son bureau et a ouvert le tiroir du haut, pas pour le pistolet cette fois, mais pour son téléphone. L'appareil semblait différent dans ses mains maintenant qu'il pouvait entendre son subtil bourdonnement électronique, la vibration à peine audible de ses mécanismes internes. Il a composé le numéro privé du Dr. Morrison, celui réservé aux urgences et aux affaires familiales. Pendant que le téléphone sonnait, Vincent a vécu quelque chose de complètement nouveau. Le son réel d'un appel téléphonique. Chaque sonnerie résonnait à travers le haut-parleur, à travers son oreille, jusque dans sa conscience avec une clarté cristalline. Lorsque la voix du médecin a répondu, Vincent a failli laisser tomber le téléphone. Une voix humaine, réelle, texturée, portant une émotion et une inflexion que la lecture labiale n'avait jamais transmise. Le Dr. Morrison semblait plus vieux que dans les souvenirs de Vincent, fatigué, peut-être un peu nerveux de recevoir un appel inattendu de son patient le plus dangereux. La propre voix de Vincent est sortie plus forte cette fois, bien qu'encore rauque sous le choc de s'entendre parler. Il a organisé un rendez-vous immédiat, pas une demande, un ordre donné avec l'autorité tranquille qui avait fait pleurer des hommes adultes. Le Dr. Morrison a accepté sans poser de questions, comme il le faisait toujours lorsque la famille Torino appelait. Après avoir raccroché, Vincent a reporté son attention sur Maria. Elle était restée près de la fenêtre, tenant toujours la preuve de 3 décennies de négligence médicale. Ses mains tremblaient légèrement, et Vincent pouvait entendre ce tremblement maintenant. Le bruissement subtil du tissu alors que son corps tremblait d'énergie nerveuse. Même la peur avait un son, et il était plus complexe qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais sous sa peur, Vincent a détecté autre chose. De la compassion, la même inquiétude maternelle qui l'avait poussé à examiner son oreille en premier lieu. Cette femme avait risqué son travail, peut-être sa sécurité, pour l'aider. Dans un monde où tout le monde voulait quelque chose de Vincent Torino, elle avait simplement voulu soulager sa souffrance. Vincent s'est approché d'elle lentement, ses pas résonnant sur le sol en marbre, comme des coups de feu.
Chaque pas annonçait sa présence d'une manière qui avait été impossible auparavant. Le pouvoir avait toujours été visuel pour lui. La façon dont les visages des gens changeaient quand il entrait dans une pièce, la façon dont les conversations s'arrêtaient au milieu d'une phrase, la façon dont même les criminels endurcis trouvaient des excuses pour regarder n'importe où, sauf directement vers lui. Maintenant, le pouvoir avait une bande-son. Le murmure du tissu coûteux alors qu'il bougeait, le clic autoritaire du cuir italien contre la pierre, le grincement subtil des planches répondant à son poids. Même sa respiration portait une menace lorsqu'elle était amplifiée par sa nouvelle audition. Vincent a réalisé qu'il avait joué son rôle de chef du crime avec seulement la moitié des outils à sa disposition. Maria a finalement levé les yeux à son approche. Ses yeux étaient grands ouverts, traitant encore l'ampleur de ce qu'elle avait accidentellement accompli. Vincent s'est arrêté directement devant elle, assez près pour qu'elle doive pencher la tête en arrière pour croiser son regard, assez près pour qu'il puisse entendre son cœur battre plus vite à chaque seconde qui passait. Pendant un long moment, ils se sont simplement regardés. Vincent a étudié son visage avec une nouvelle appréciation pour la femme qui venait de changer sa vie pour toujours. Maria avait peut-être 35 ans, avec le genre de beauté patinée qui parlait de travail acharné et de choix difficiles. Ses mains montraient des callosités dues à des années de travail manuel, mais elles avaient bougé avec la précision d'un chirurgien lorsqu'elle avait touché son oreille. Lorsque Vincent a finalement parlé, sa voix portait une douceur qui les a surpris tous les deux. Il l'a remercié, deux mots simples qui portaient le poids de la gratitude d'une vie entière. Les yeux de Maria se sont remplis de larmes en entendant l'émotion dans sa voix, l'humanité brute qui avait été enfermée derrière des décennies de silence. Mais la gratitude de Vincent s'accompagnait de complications. Maria avait vu ce que les médecins avaient manqué. Elle avait accompli ce que les spécialistes avaient déclaré impossible, ce qui signifiait soit que chaque professionnel de la santé qu'il avait consulté était incompétent, soit que quelqu'un avait délibérément maintenu sa surdité à ses propres fins. La seconde possibilité a glacé le sang de Vincent, Beauchamp, qui profitait du fait que Vincent Torino soit sourd, qui tirait avantage de son handicap. Les questions se multipliaient comme des cellules cancéreuses, se propageant dans sa conscience et exigeant des réponses. Dans son organisation, l'information était le pouvoir, et quelqu'un avait contrôlé son accès à l'une des formes les plus fondamentales de la communication humaine pendant toute sa vie. Vincent s'est dirigé vers son coffre-fort, caché derrière un faux panneau dans la bibliothèque en acajou. Ses doigts se déplaçaient sur la serrure à combinaison, tandis que ses oreilles captaient les clics mécaniques subtils de chaque chiffre se mettant en place. Un autre son qu'il n'avait jamais connu. Même ses secrets avaient été gardés dans le silence jusqu'à présent. À l'intérieur du coffre, parmi des piles d'argent liquide et des documents sensibles, Vincent conservait des dossiers détaillés sur tout le monde dans son organisation, y compris les dossiers médicaux, les historiques de paiement et les informations personnelles sur le Dr. Morrison. Si le médecin avait été délibérément négligent, la preuve se trouverait quelque part dans ces dossiers soigneusement tenus. Mais d'abord, Vincent avait besoin de comprendre toute l'étendue de ce qui lui avait été volé. Il avait vécu 37 ans en croyant que sa surdité était un fait immuable de la vie, une limitation qui façonnait chaque décision, chaque relation, chaque moment de son existence. Maintenant, cette limitation avait été révélée comme une illusion, un mensonge entretenu par des gens à qui il avait confié ses moments les plus vulnérables. La rage qui montait dans la poitrine de Vincent avait maintenant un son, la prise de respiration brutale à travers les dents serrées, le grincement des molaires alors que sa mâchoire se serrait de fureur, le rythme régulier de son cœur pompant le sang dans des veines qui portaient des décennies de colère accumulée. Même son silence lui avait été enlevé, remplacé par la bande-son inévitable de ses propres réponses émotionnelles. Maria restait près de la fenêtre, regardant le visage de Vincent passer par le choc, la gratitude, la suspicion et enfin le calcul froid. Elle avait travaillé pour assez d'hommes puissants pour reconnaître l'expression qui s'installait sur ses traits. Quelqu'un était sur le point de payer un prix très élevé pour sa tromperie. Le téléphone de Vincent a sonné à nouveau, et cette fois, il était préparé au son. L'identifiant de l'appelant affichait son lieutenant, Marco, faisant son rapport de la journée. Vincent a répondu, et pour la première fois de sa vie, il a entendu la voix de son associé le plus fidèle.
Marco sonnait exactement comme Vincent l'avait imaginé, profond, rocailleux, portant le poids de trop de cigarettes et de trop de whisky. La conversation fut brève et professionnelle. Marco a fait rapport sur les recouvrements, les conflits territoriaux et les affaires courantes. Mais Vincent s'est retrouvé distrait par la texture de la parole humaine, la façon dont l'émotion colorait chaque syllabe, les indices subtils qui lui avaient été invisibles tout au long de leur partenariat de 20 ans. Après avoir raccroché, Vincent a réalisé quelque chose qui lui a noué l'estomac d'une nouvelle compréhension. Combien de conversations avait-il mal comprises parce qu'il ne pouvait voir que les lèvres, pas entendre le ton? Combien d'ennemis n'avait-il pas détectés parce qu'il ne pouvait pas entendre la nervosité dans leur voix? Combien d'alliés avait-il mal jugés parce qu'il avait manqué la sincérité dans leurs paroles? Sa surdité avait été plus qu'une condition médicale. C'était un désavantage stratégique que quelqu'un avait délibérément maintenu. Et Vincent Torino ne tolérait pas les désavantages, pas plus qu'il ne tolérait les mensonges. Le rendez-vous avec le Dr. Morrison était prévu pour 18 heures ce soir-là. Vincent a passé les heures restantes à découvrir son manoir avec des sens nouvellement éveillés. La maison qui avait été son sanctuaire de silence se révélait être une symphonie de sons subtils, l'eau circulant dans les tuyaux derrière les murs, le bourdonnement des systèmes électriques alimentant son réseau de sécurité, le murmure lointain des membres du personnel vacant à leurs occupations dans d'autres ailes du manoir. Chaque son racontait une histoire que Vincent n'avait jamais pu lire auparavant. Les schémas de mouvement qui révélaient quels domestiques étaient nerveux, lesquels étaient efficaces, lesquels faisaient simplement semblant de travailler. Son monde était soudainement devenu tridimensionnel d'une manière qu'il avait encore du mal à comprendre. Mais alors que l'après-midi s'estompait vers le soir, la concentration de Vincent s'est rétrécie sur un seul objectif. Quelqu'un avait volé 37 ans de sa vie. Quelqu'un avait profité de son handicap. Quelqu'un l'avait regardé dans les yeux et avait menti sur son état tout en encaissant le paiement de sa tromperie. Et Vincent Torino recouvrait toujours ses dettes avec intérêt. Le cabinet du Dr. Morrison se trouvait dans l'immeuble médical le plus cher du centre-ville. Vincent y était allé des dizaines de fois au fil des ans, repartant toujours avec le même verdict. Perte auditive permanente, défaut congénital, rien à faire. Acceptez votre état et avancez. Ce soir semblait différent alors que Vincent marchait dans ses couloirs familiers. Ses pas résonnaient sur les sols polis avec un rythme qu'il n'avait jamais connu. L'ascenseur bourdonnait avec une précision mécanique alors qu'il le transportait au 15e étage. Même les lumières fluorescentes bourdonnaient d'une énergie électrique qui peignait le silence qu'il avait connu toute sa vie. La réceptionniste du Dr. Morrison a levé les yeux nerveusement lorsque Vincent est entré dans la salle d'attente. Elle avait toujours été craintive autour de lui. Mais ce soir, sa peur avait une bande-son. Le cliquetis rapide de son stylo contre le bureau, la prise de respiration brutale lorsque leurs yeux se sont croisés, le bruissement subtil des papiers alors que ses mains tremblaient en faisant semblant d'organiser des dossiers. Vincent s'est assis dans le fauteuil en cuir face au bureau de réception. Les coussins ont expiré doucement sous son poids, un autre son appartenant à un monde qu'il découvrait à peine. Autour de lui, le bureau bourdonnait d'une activité qu'il n'avait jamais remarquée. La climatisation s'allumant et s'éteignant, les ventilateurs d'ordinateur ronronnant doucement, le murmure lointain des voix provenant des salles d'examen où d'autres patients discutaient de leurs problèmes médicaux. 20 minutes plus tard, le Dr. Morrison a émergé de son bureau privé. L'homme ressemblait exactement au souvenir de Vincent. Cheveux argentés, parfaitement coiffés, costume coûteux taillé pour cacher un ventre naissant. Des lunettes de monture dorée qui reflétaient l'éclairage zénital. Mais maintenant, Vincent pouvait entendre l'approche du médecin. La démarche assurée qui avait toujours semblé professionnelle sonnait soudainement creuse, artificielle, comme un acteur jouant un rôle qu'il avait trop répété. La poignée de main semblait différente aussi. Vincent pouvait entendre le léger tremblement dans la respiration du Dr. Morrison, la façon dont sa voix portait juste un soupçon de nervosité malgré ses manières de médecin expérimenté. Ils sont entrés ensemble dans la salle d'examen. Et Vincent a remarqué comment les chaussures du médecin couinaient légèrement contre le sol. Un si petit détail, mais qui suggérait un inconfort sous l'extérieur poli. Le Dr. Morrison a fait signe vers le fauteuil d'examen avec une autorité habituelle. Vincent s'est installé dans la position familière pendant que le médecin préparait ses instruments.
L'otoscope a cliqué lors de son assemblage, la lumière s'allumant avec une précision électronique. Vincent avait subi cet examen d'innombrables fois, mais jamais avec la capacité d'entendre chaque détail mécanique du processus. Le médecin s'est approché avec sa confiance professionnelle habituelle. Mais Vincent a détecté quelque chose de nouveau dans ses mouvements, une hésitation qui n'avait pas été là lors des visites précédentes, comme si le docteur Morrison sentait que l'examen de ce soir pourrait révéler plus que ce à quoi l'un ou l'autre était préparé. Vincent a penché la tête pour permettre l'accès à son oreille droite, la même oreille que Maria avait traitée quelques heures plus tôt. Le docteur Morrison a positionné l'otoscope et a regardé à l'intérieur, sa respiration régulière, mais légèrement plus rapide que la normale. Vincent pouvait tout entendre maintenant. Le halètement silencieux de surprise du médecin, la prise de respiration brutale qui suggérait la découverte, le moment où le calme professionnel s'est fissuré juste assez pour laisser passer la vérité. Le docteur Morrison a reculé du fauteuil d'examen, son visage pâle sous l'éclairage du bureau. Ses mains tremblaient alors qu'il posait l'otoscope, l'instrument claquant contre le plateau en métal avec plus de bruit que nécessaire. Pendant plusieurs longs moments, le silence a rempli la pièce. Pas le silence confortable que Vincent avait connu toute sa vie, mais le calme lourd et oppressant qui précède les révélations dévastatrices. Lorsque le docteur Morrison a finalement parlé, sa voix portait la défaite. Le blocage avait disparu, complètement retiré. Après des décennies d'examen, l'obstruction qui avait volé l'audition de Vincent s'était volatilisée, comme si elle n'avait jamais existé. Les mots du médecin sont sortis sur un ton prudent et mesuré, mais Vincent pouvait entendre la panique sous-jacente derrière chaque syllabe. L'expression de Vincent est restée neutre, mais son audition nouvellement éveillée captait chaque nuance de la détresse du médecin. La façon dont sa voix se brisait légèrement sur certains mots, le rythme accru de sa respiration, alors que le stress inondait son système, le changement subtil de ton, qui suggérait un homme essayant désespérément de contrôler une situation qui avait échappé à son influence. Les questions sont venues ensuite, posées avec l'intensité tranquille qui avait rendu Vincent Torino légendaire dans certains cercles. Depuis combien de temps le blocage était-il visible lors des examens? Quand le docteur Morrison avait-il remarqué l'obstruction pour la première fois? Pourquoi le retrait n'avait-il jamais été tenté ou même suggéré comme option de traitement? Les réponses du docteur Morrison venaient lentement, chaque mot soigneusement choisi, mais finalement inadéquat. Il prétendait que le blocage avait été difficile à détecter, suggérait que le retrait aurait été risqué sans installation chirurgicale appropriée, insistait sur le fait que la perte auditive semblait être une lésion nerveuse plutôt qu'une obstruction mécanique. Vincent écoutait ces explications avec la certitude croissante que chaque mot était un mensonge. Son audition nouvellement éveillée lui permettait de détecter les schémas vocaux subtils qui accompagnaient la tromperie. Le léger tremblement qui se glissait dans la voix du médecin lorsqu'il déformait la vérité. La façon dont sa respiration devenait superficielle pendant les parties les plus fabriquées de son explication. Mais ce n'étaient pas seulement les mensonges que Vincent pouvait entendre maintenant. C'était la peur. Le docteur Morrison était terrifié, et cette terreur avait une qualité très spécifique. Ce n'était pas la nervosité générale qui venait du traitement d'un patient dangereux. C'était l'effroi concentré de quelqu'un dont la tromperie soigneusement construite venait de s'effondrer autour de lui. Vincent s'est levé lentement du fauteuil d'examen, son mouvement générant des sons qui semblaient résonner avec menace dans la petite pièce. Le tissu de son costume chuchotait contre lui-même alors qu'il ajustait sa veste. Ses chaussures claquaient contre le sol avec une précision mesurée. Même sa respiration portait un poids inquiétant qui a fait reculer le docteur Morrison vers le mur. La conversation qui a suivi fut brève mais complète. La voix de Vincent restait calme, contrôlée, presque conversationnelle. Mais sous cette surface civilisée se cachait la promesse de conséquences qui ont vidé le visage du médecin de toute couleur restante. Vincent a posé des questions sur les dossiers de paiement, les historiques de traitement et les notes de consultation couvrant les 23 dernières années. Les réponses du Dr. Morrison sont devenues de plus en plus désespérées à mesure que l'ampleur de sa tromperie devenait claire. Le conduit auditif bloqué avait été visible lors de chaque examen depuis que Vincent avait 14 ans. L'état était non seulement traitable, mais facilement corrigé avec une intervention médicale de base. Le diagnostic continu de perte auditive permanente avait été une fausse déclaration délibérée maintenue pendant plus de 2 décennies. Vincent a absorbé cette information,
avec la précision calculatrice qui avait bâti son empire criminel. Quelqu'un avait payé le Dr. Morrison pour le garder sourd. Quelqu'un qui profitait du handicap de Vincent avait financé sa tromperie médicale pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. La question était qui? Et la réponse déterminerait combien de personnes mourraient avant que cette affaire ne soit résolue. Les aveux du médecin sont venus par segments brisés, interrompus par des larmes et des appels désespérés à la pitié. Vincent a tout écouté avec ses oreilles nouvellement éveillées, entendant non seulement les mots, mais l'effondrement émotionnel complet d'un homme dont les mensonges l'avaient finalement rattrapé. La vérité était pire que ce que Vincent avait imaginé. Parfois, les plus grandes révélations viennent des endroits les plus inattendus. Vincent Torino a découvert que le pouvoir bâti sur le silence pouvait être brisé par un seul acte de compassion. Maria n'a pas seulement restauré son audition, elle a exposé des décennies de trahison et lui a donné quelque chose de plus précieux que la peur ou le contrôle. Elle lui a donné la vérité. Dans un monde où tout le monde voulait quelque chose de lui, une femme voulait simplement aider. Et parfois, cela change tout.